Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites et de dépassement de soi à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Tu t'apprêtes à écouter la 3e et dernière partie de l'histoire de la nouvelle héroïne de la semaine, Claudine Monteil. Nouvelles héroïnes. Nous sommes à l'aube de mai 68, des révoltes étudiantes et des luttes des femmes pour faire évoluer leurs droits. Dans cet épisode, Claudine évoque la notion d'avortement. Tu as déjà peut-être entendu, lu ce mot ou IVG comme interruption volontaire de grossesse à la maison, dans les journaux, dans la rue en ce moment ou sur Internet. Mais sais-tu vraiment de quoi on parle ? Pour cela, avant d'écouter Claudine, j'aurais voulu t'en parler. Je te conseille d'écouter cet épisode avec un adulte de confiance et de lui parler du thème de cet épisode avant, si jamais tu l'écoutais seul. C'est un sujet important et sensible et il me semble essentiel que les adultes qui t'entourent sachent que tu en as entendu parler et dans quelles conditions. Tout d'abord, à l'école, tu découvriras que faire un enfant, cela s'appelle la reproduction. Quand tu étais plus petite, on t'a peut-être parlé de la graine de maman et de celle de papa qui se rencontrent. Ces graines s'appellent l'ovule pour la femme et le spermatozoïde pour l'homme. Et elles se rencontrent dans l'utérus de la femme. Pour arriver à l'utérus, il faut passer par les organes génitaux de la femme. Ce sont les parties intimes. Pour que l'ovule et le spermatozoïde se rencontrent, fusionnent et soient compatibles. C'est toute une histoire. Il faut que la combinaison entre les deux fonctionne pour que tout commence. On appelle cela la fécondation. Lorsque l'ovule est fécondé par le spermatozoïde, il s'installe dans l'utérus dont nous venons de parler. C'est le début de la grossesse. Faire un enfant, c'est un choix très important, peut-être même le plus important de toute une vie. Ça se décide, se planifie et ça s'anticipe. Seulement parfois, ça arrive sans que l'on l'ait décidé. La personne concernée peut ne pas se sentir prête à devenir parent. Il est tout à fait normal et souhaitable de se poser très très sérieusement la question avant. On peut tout à fait décider que ce n'est pas le moment. Dans ce cas, on peut choisir de recourir à l'avortement pour interrompre la grossesse. Après un avortement, la grossesse s'arrête. Comment ça se passe ? Il faut prendre rendez-vous avec un médecin ou se rendre au planning familial qui oriente les personnes concernées. Ensuite, il y a 2 options. La première option, on prend un médicament. La deuxième, on se rend à l'hôpital pour une intervention chirurgicale. Et qu'est-ce que ça fait ? Bien, l'avortement consiste à retirer les tissus embryonnaires de l'intérieur de l'utérus. Il est important de comprendre que chacun a le droit de décider de ce qui se passe avec son propre corps. Et certaines personnes peuvent ne pas se sentir prêtes à devenir parents à ce moment-là. Voilà, ces informations t'aideront à mieux appréhender la suite de l'histoire de Claudine et les luttes de nombreuses femmes à travers l'histoire que tu vas écouter. Dans cet épisode, tu entendras parler du MLF, c'est l'abréviation du Mouvement de libération des femmes, créé juste après les événements de mai 68 en 1970. Claudine a désormais 18 ans et comme elle le dit si bien, elle est prête à changer le monde. Allez, on l'écoute. Nouvelles héroïnes. Donc j'ai 18 ans en mai 68 et je crois que je vais changer le monde. En mai 68, même si je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire. Comment le faire. Et comment faire. Je suis quand même un peu naïve, quoi, sur la manière. Enfin, je suis encore très jeune, quoi. Bon. Mais je suis pleine d'enthousiasme. On va changer le monde. En fait, on va changer le monde. Mai 68, c'est que des garçons qui ont le droit à la parole. Ce sont que des hommes. Même Sartre a eu très peu le droit à la parole à la Sorbonne. Jean-Paul Sartre, le philosophe, compagnon de Simone de Beauvoir. Et Simone de Beauvoir n'a eu le droit qu'à une seule chose, se taire. Donc c'est ça, mai 68 aussi. C'est à la fois la libération de la parole, l'amour, peace and love, le paix et l'amour. Enfin,
C'est les hommes qui ont la parole. C'est les hommes qui ont la parole. Il faut bien dire les choses. Et donc, après mai 68, toujours pleine d'idéal, je suis dans les mouvements étudiants post-68, où je crois toujours que je vais changer le monde. Bon. Alors, je pars un an aux États-Unis comme étudiante, puis je reviens, et là, je suis vraiment de nouveau, il faut changer le monde. Et je me retrouve dans un groupe étudiant de post-68, très intolérant, très macho. Je m'occupe des tracts la nuit, je vais les diffuser à l'aube, à 7 heures du matin, à l'entrée des usines. Enfin, vous voyez, je fais tout ça pendant que les garçons dorment et réfléchissent à la révolution. Les garçons étudiants révolutionnaires, entre guillemets, ils dorment pendant que nous, les filles, nous allons distribuer les tracts et tout. Mais surtout, dans les réunions, on n'avait pas le droit de parler. Tais-toi, tu peux pas comprendre, c'était politique, donc c'était trop sérieux pour les filles, donc on pouvait pas parler. Alors on pouvait tellement pas parler, alors que j'avais quand même moins l'expérience sur 3 continents. À une époque, on voyageait pas. Donc j'avais une expérience par rapport à tous ces garçons qui n'étaient pas sortis de France. J'avais une expérience internationale, j'aurais donc pu parler un peu politique, mais non. Le résultat, c'est que quelques jeunes femmes ont monté le mouvement de libération des femmes à l'été 1970, et que par le fait que j'avais aidé des ouvrières, j'avais créé un groupe de femmes et les ouvrières, enfin, vous savez, n'oubliez pas, je ne suis pas encore très claire dans ma tête sur ce que je veux faire. Mais en tout cas, je parlais avec des ouvrières, et que du coup, quand Simone de Beauvoir rejoint tout de suite le mouvement de libération des femmes en 70, Jean-Paul Sartre lui dit, mais enfin, il y a la petite Claudine, là, qui est très active avec les ouvrières, dans les mouvements étudiants. Castor, il faut absolument que vous l'ayez dans votre groupe. Stop, maître Capello des lettres. Qui est Jean-Paul Sartre ? Alors, Jean-Paul Sartre était un écrivain et philosophe très célèbre qui aimait réfléchir et écrire sur la façon dont les gens vivent et pensent. Il croyait que chaque personne avait la liberté de choisir comment vivre sa vie. Il avait une idée très spéciale appelée l'existentialisme. Quoi ? Oui, c'est un grand mot qui peut te paraître pompeux, mais cela signifie que Sartre pensait que l'existence précède l'essence. Pour Sartre, nous existons d'abord et c'est en faisant des choix et en agissant que nous déterminons qui nous sommes. Pour lui, c'est à nous de les créer par nos actions et nos choix. Sartre pensait aussi que même si cela peut être un peu effrayant de réaliser à quel point nous sommes libres, c'est aussi quelque chose de très très précieux. Il croyait que nous devrions être courageux et prendre nos responsabilités en faisant de notre mieux pour être de bonnes personnes et rendre le monde meilleur. Jean-Paul Sartre avait rencontré Simone de Beauvoir quand ils étaient étudiants et sont devenus rapidement inséparables. Ils avaient décidé de ne pas se marier ni de vivre ensemble. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre partageaient beaucoup d'idées et discutaient souvent de philosophie, de littérature et de la société. Ils s'encourageaient et se critiquaient mutuellement dans leur travail, ce qui les aidait à grandir en tant qu'intellectuels et écrivains. Et c'est grâce à Jean-Paul Sartre que notre nouvelle héroïne a rencontré Simone de Beauvoir, qui, avant de changer le monde, a changé sa destinée. C'est lui qui a parlé de moi, Simone de Beauvoir. Et donc, très vite, en octobre 70, le MLF est créé septembre 70. Simone de Beauvoir le rejoint tout de suite et du coup, crée un petit groupe qui va se réunir chez elle tous les dimanches après-midi pendant des années. Et une copine me dit, tu sais, Simone de Beauvoir veut te voir dimanche prochain. Or, c'était mon idole. J'avais 20 ans. C'était vraiment l'année de mes 20 ans. Et donc, j'ai répondu à ma copine, mais Simone de Beauvoir est avec nous, féministe. Ben, elle me dit oui, Claudine, elle la rejoint et tout. Et je lui dis, à son âge, si vieille. Ben oui, elle avait 62 ans, j'en avais 20. Donc, elle me paraissait très âgée, faut dire les choses. Quand j'arrive chez elle, je m'attends à regarder mon idole, je m'assieds sur un divan à côté de Gisèle Halimi et je m'attends à regarder mon idole comme une groupie regarderait son chanteur préféré. Et ça ne se passe pas du tout comme ça, parce que justement, elle a été habituée, enfant, à ce qu'on lui parle comme à une adulte. Donc elle me regarde et elle me dit, Claudine, qu'est-ce que vous proposez pour dans la question de l'avortement ? Elle était d'une intelligence fulgurante. Elle parlait à toute allure. Mais à toute allure. Et il fallait répondre
à toute allure. C'est-à-dire qu'il fallait être aussi rapide qu'elle. Mais en même temps, ce qui était formidable, elle était une star internationale à l'époque, une star internationale. Dans son ouvrage « Le deuxième sexe », publié en 1949, Simone de Beauvoir aborde la question des avortements clandestins. Il faut bien rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas de contraception sérieuse. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes contraceptives, mais en réalité, la moitié du temps, les femmes tombent enceintes. Donc, les femmes ont un enfant après l'autre, très souvent, très jeunes, qu'elles n'ont pas les moyens de nourrir non plus, il ne faut pas les oublier, n'ont pas les moyens. On se retrouve avec des situations de pauvreté, de misère terribles. Et plus les femmes sont pauvres dans la pauvreté, il y a beaucoup de femmes pauvres, ne l'oublions pas. La Deuxième Guerre mondiale, on l'oublie un peu, mais ça a quand même beaucoup détruit la France. Il a fallu du temps pour tout refaire, tout reconstruire. Les femmes ont des avortements dans des conditions clandestines, puisqu'il y avait une femme qui avait été guillotinée pendant la Deuxième Guerre mondiale, sous Pétain, pour avoir pratiqué des avortements. La dernière femme guillotinée en France, c'est celle qui a été guillotinée en 1943 pour avoir pratiqué des avortements. Donc, c'est pour dire que c'était un crime, que c'était officiellement un crime, qu'on n'osait pas en parler, et que donc c'était le mot le plus tabou de la langue française. En 1949, Simone de Beauvoir ose en parler, elle écrit dessus dans Le deuxième sexe, mais après, tous les journalistes s'arrangent pour qu'on n'en parle plus. Ce qui fait que quand nous arrivons en 1970, que nous quittons les mouvements étudiants machos, parce qu'il faut quand même le dire, les mouvements étudiants post-68 s'effondrent parce que nous quittons tous les mouvements étudiants, que ces messieurs ne font rien, en réalité que de bavarder, et que donc nous allons faire le succès de mai 68, le grand succès de mai 68, c'est le mouvement de libération des femmes. C'est-à-dire en 1968, on disait qu'on allait changer le monde sans savoir très bien comment, mais en 1970, on veut changer le monde tout de suite pour les femmes et pour nos droits. Et la première cause de blessures, d'handicap à vie, de souffrance, c'est les avortements clandestins. Simone de Beauvoir l'écrit, il y a à peu près, en ce moment-là, environ entre 600 et 800 000 avortements clandestins en France. Alors, pour faire changer la loi, pour que nous puissions changer la loi, on imagine l'idée d'un manifeste. C'est-à-dire qu'en réalité, on le doit à une journaliste du Nouvel Observateur, Nicole Mouchnik, qui est allée avec Anne Zelensky. Anne Zelensky, c'est une très grande amie, qui est une des fondatrices du MLF, qui est d'une génération plus âgée que moi, qui a une génération, si vous voulez, bon, mais c'est vraiment un pilier du MLF. Et donc, Anne Zelensky et Nicole Mouchnik vont aller voir Simone de Beauvoir à peu près une semaine avant que je ne la rencontre pour lui parler de cette idée de rédiger un manifeste déclarant que nous avons eu des avortements clandestins, que donc nous étions passibles de 3 ans de prison, pour obliger la société française à en parler, puisque c'était le sujet le plus tabou. Et donc, Simone de Beauvoir va trouver l'idée excellente, ce qui explique qu'une semaine après, quand j'arrive chez Simone de Beauvoir avec Gisèle Halimi, on commence à parler de la stratégie, de comment on va faire. Ça va prendre des mois. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte qu'on n'a pas fait ça sur un coin de table en disant c'est formidable. On a vraiment réfléchi, on a réfléchi à la stratégie, mais il nous est apparu très vite évident que la première obligation, le premier combat, c'était d'obliger la société française à reconnaître qu'il y avait ce problème de salut public, d'hygiène, de santé publique. On a travaillé, ce qui est extraordinaire, je le trouve encore extraordinaire aujourd'hui, parce que je n'ai plus 20 ans, donc je mesure, c'est que beaucoup de femmes cinéastes, actrices de cinéma, ont signé ce manifeste. Nous avons eu Nadine Trintignant et Agnès Varda qui nous ont beaucoup soutenus. Et Delphine Seyrig, et l'actrice Delphine Seyrig qu'on voyait tous les dimanches après-midi chez Simone de Beauvoir. Pour elle, à l'époque, il y a un machisme ambiant très puissant dans le monde du cinéma, et d'ailleurs on voit qu'il est encore actif compte tenu de ce qui se passe dans le monde du cinéma encore aujourd'hui avec les actrices. Bon, eh bien, on s'est dit, mais elles ne retrouveront plus jamais de travail. Elles risquent de briser leur carrière d'actrice. Or déjà, les actrices, quand elles arrivent à 40 ans, c'est déjà beaucoup plus dur d'obtenir des rôles. Donc, on pourrait avoir vraiment un problème. Eh bien, elles ont voulu signer. Et je trouve ça magnifique. De même,
Moi, je suis la plus jeune signataire. J'avais 21 ans. Je venais juste d'être majeure. Parce que n'oublions pas que la majorité n'était pas à 18 ans à l'époque, elle était à 21 ans. Je n'ai jamais eu d'avortement. J'ai signé un manifeste, comme 20% d'entre nous avons signé ce manifeste alors que nous n'avons jamais eu d'avortement. Il y a 80% de femmes qui ont eu des avortements, parce que ça, c'est une question de génération. J'ai la chance extraordinaire d'être la première génération de la pilule. C'est vraiment, mais ça s'est joué à 2 ans près. J'ai eu la chance de ne pas avoir eu à recourir à un avortement clandestin. Mais je l'ai signé comme une évidence. Et il faut vous dire que mes copines qui avaient, puisque j'étais très jeune, elles avaient 10, 20 ans de plus que moi. La majorité des femmes étaient à partir de 30, 35 ans, 40 ans. Elles avaient des emplois et elles avaient toutes eu 3, 4, 5 avortements dans des conditions épouvantables. C'était pas un avortement clandestin pour les femmes à l'époque, c'était plusieurs et dans des conditions effroyables avec souvent des séquelles. Quand nous l'avons publié, si vous voulez, nous l'avons publié le 5 avril 1971. Le 4 avril 1971, c'est-à-dire la veille, personne ne parle d'avortement en France. C'est un sujet tabou qu'on ne parle même pas dans les familles. Le 5 avril 1971, tous les médias, toutes les radios sont obligés d'en parler et donc parlent de ce manifeste. Et alors, il se passe cette première chose. Alors, il se passe 2 choses. D'abord, sur le plan de certaines familles, cela va être dramatique. C'est-à-dire qu'il y a des familles entières qui sont brisées. Des parents qui n'adresseront plus leurs paroles à leurs enfants, à leurs filles, des parents qui ont 70 ans et leurs filles de 40 ans, après qu'elles ont avorté, ne leur adresseront plus la parole. Des jeunes femmes de ma génération, un peu plus âgées, 25-30 ans, elles, leurs parents non plus, ne veulent plus leur parler, ou bien leur oncle, leur tante, leurs cousins ne veulent plus jamais entendre parler d'elles. Enfin, il y a les patrons d'entreprise. Il y a des femmes qui vont perdre leur emploi. Donc, ça a été vraiment dramatique au sens propre du terme. Ça a été un drame pour beaucoup de femmes, pour beaucoup de signataires, ce qu'on oublie aujourd'hui. Mais en même temps, il s'est passé cette chose extraordinaire. Des grands-mères ont emmené leurs petites filles dans leur chambre et ont fermé la porte. Et elles ont raconté à leurs petites filles tous les avortements qu'elles avaient eus clandestins, toutes les souffrances qu'elles avaient subies, en disant à leurs petites filles, j'en ai eu 3, j'en ai eu 4, parce qu'on ne pouvait plus avoir de bouche à nourrir, on n'avait plus les moyens. Mais je ne peux pas le raconter. Et des grands-mères, certaines grands-mères, qui avouaient à leurs petites filles que même les maris ne le savaient pas. C'était ça l'histoire des femmes. C'est-à-dire que ça a commencé à semer une petite graine, à libérer, mais il a fallu que nous fassions beaucoup d'actions pendant 4 ans ensuite, pour qu'enfin on arrive en 1974, où les 2 candidats à la présidence de la République déclarent qu'ils changeront la loi et la rendront plus humaine sur l'avortement. Ce sera donc Valéry Giscard d'Estaing qui sera élu en 1974, et qui va demander à Simone Veil de défendre la nouvelle loi devant l'Assemblée composée de 90% d'hommes. C'est ça qu'elle va faire. Mais c'est parce que nous avons fait le manifeste, progressivement, nous avons vu la société française et l'opinion publique évoluer. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à 74. Maintenant, je voudrais juste dire une chose pour tout le monde, pour les mamans et pour leurs enfants. Je voudrais dire ce que m'a dit Simone de Beauvoir en 1974. En 1974, forte de ce succès, avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, qui tout de suite, parce qu'il faut le dire, il a été un politique qui a respecté sa parole, son engagement tout de suite. C'est vraiment une des premières choses dont il s'est occupé sur cette question, sur la loi sur l'IVG. Nous avons organisé une grande fête à la cartoucherie de Vincennes, grâce à Ariane Mouchkine, enfin, je veux dire la grande dame du théâtre, enfin, qui est signataire aussi du manifeste, et qui a toujours été formidable avec nous. Enfin, je veux dire, les femmes françaises lui doivent beaucoup aussi. Et donc, nous avons fait des pièces de théâtre, des amusements, et nous avons eu un monde absolument incroyable. Tout le monde voulait voir à quoi ressemblait le MLF en réalité, et ça a été une fête formidable dans le bois de Vincennes, qui a duré la journée. Simone de Beauvoir est venue. Enfin, c'était vraiment très sympathique. Et le lendemain, j'allais voir Simone de Beauvoir parce que j'avais commencé aussi à écrire un peu sur elle. Donc,
je vais la voir, j'ai rendez-vous avec elle en tête à tête, toutes les deux. Ça nous arrivait souvent à ce moment-là. Bon. On se connaissait depuis 4 ans. Hein. Et j'arrive pleine d'enthousiasme et je bondis sur le fauteuil, sur le crapaud. Je lui dis, Simone, vous avez vu le monde qu'on a eu hier? Vous avez vu, jusqu'à, on va changer la loi sur l'IVG. Simone, nous avons gagné. Et là, j'ai face à moi la reine d'Angleterre qui n'est pas contente et qui se réfugie. Je veux dire par là que Simone de Beauvoir, de son côté aristocrate, de temps en temps ressortait, elle se figeait, un peu la reine Elisabeth, vous voyez, quand elle se figeait. Et donc Simone de Beauvoir se fige, blêmie, et elle me dit d'un air très froid, mais pas méchant du tout, hein, adorable, c'était simplement qu'elle réfléchissait. Elle me dit, oui Claudine, nous avons gagné temporairement, mais nous n'avons pas gagné. Alors moi, 24 ans, pleine d'enthousiasme, je lui dis, mais comment Simone, nous n'avons pas gagné? Non Claudine, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que nos droits soient remis en question. Et alors, elle m'a regardé à ce moment-là, son visage s'est adouci, son regard s'est adouci, elle m'a regardé comme une grand-mère aurait regardé sa petite fille. Nous avions 42 ans de différence d'âge, ne l'oublions pas. Elle me dit, Claudine, votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Donc c'est ça aussi que je veux dire aux mamans et à leurs enfants. Votre vie durant, vous devrez demeurer vigilant et vigilante pour les droits humains, pour nos droits, pour la justice et pour la liberté. Nouvelles héroïnes. Après des années de combat aux côtés de Simone de Beauvoir au sein du MLF pour la liberté des femmes et la lutte contre le sexisme, Claudine a emprunté le chemin dont elle avait toujours rêvé petite, qui l'a menée au cœur de la diplomatie française, au prestigieux Quai d'Orsay. Son engagement indéfectible et sa passion pour les droits des femmes l'ont distinguée au point d'être choisie personnellement par Danielle Mitterrand, l'épouse de l'ancien président français, pour accueillir Nelson Mandela lors de sa visite historique en France après sa libération, tant célébrée en Afrique du Sud. Son parcours au ministère des Affaires étrangères a été jalonné de responsabilités et missions passionnantes. En parallèle, Claudine a su immortaliser l'héritage de Simone de Beauvoir, ainsi que celui de Marie Curie et de ses filles, dont Irène Joliot-Marie, prix Nobel de chimie, et Ève, pianiste, à travers ses écrits, enrichissant ainsi la littérature féministe et scientifique. Sa voix continue de résonner au sein de nombreuses associations où elle insuffle avec ferveur son engagement pour l'égalité des sexes. Rencontrer une telle femme qui a marché aux côtés de figures emblématiques telles que Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi et Simone Veil fut un moment d'une profonde émotion. Ces femmes qui se sont battues pour nos droits et nos libertés incarnent l'esprit de résilience et de courage. Alors, chère nouvelle héroïne, l'histoire de Claudine est un flambeau que je te transmets à travers ce podcast. Aujourd'hui, 50 ans après l'adoption de la loi sur l'IVG portée par Simone Veil, l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution représente une victoire historique et collective. C'est un appel au monde entier à protéger toutes les femmes et leur garantir la liberté de choix. La France est ainsi le seul pays du monde à l'avoir inscrit dans sa Constitution, quand l'avortement est encore strictement interdit dans 24 pays du monde. Cette évolution souligne un chemin parcouru depuis les époques où nos aïeuls étaient privés de droits élémentaires, comme celui d'ouvrir un compte bancaire, de voter, jusqu'à l'accès à la contraception pour nos grands-mères. Il est essentiel de se souvenir de ces luttes, de les partager avec les garçons et les filles de ta génération pour continuer à avancer vers une égalité inconditionnelle. Ta voix, chère nouvelle héroïne, est précieuse pour la justice et la liberté. Alors je te glisse le message de Claudine qu'elle a partagé à mon micro et qui s'adresse à toute ta génération. N'ayez pas peur. Si vous avez envie de faire 1 an d'études scientifiques, allez-y. Si les garçons vous écartent, ne vous laissez pas écarter. Réagissez. Vous êtes un être humain, vous avez le droit au respect. Ne négligez pas l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, les études d'intelligence artificielle vont conditionner votre siècle. Et votre siècle, c'est le 21e siècle.
vous ne voulez pas être mise en arrière et vous retrouver derrière, exclue. N'hésitez pas à faire des formations, à apprendre. Et n'hésitez pas non plus à vous amuser, à plaisanter, à faire la fête. On ne vit qu'une fois. Et je vais vous dire ma phrase, le féminisme, c'est dévorer la vie. Alors allez-y, dévorez la vie. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite de réaliser vos rêves et mieux encore de dépasser vos rêves. Vous pouvez y arriver. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'est à présent l'heure du générique. Je remercie infiniment Claudine Monteil pour sa générosité lors de notre échange et son accueil dans les bureaux de l'UNESCO. Et bien sûr, la talentueuse Alice Krief du studio Les Belles Fréquences pour le montage, le mixage et la réalisation sonore de cette mini-série. Juste avant d'écouter une autre histoire, j'ai quelques messages à te dire. Si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, merci d'être venu jusque-là. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines histoires. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi et à ton école. Et cerise sur le micro, demande à tes parents, aux grands frères et grandes sœurs de mettre 5 étoiles et un avis sur la plateforme Apple Podcast et Spotify. Ça me fera très plaisir et comme ça, je pourrai te dédicacer une prochaine histoire. Je compte sur toi. Nouvelles héroïnes.